résumé de ce grand entretien vous sera proposé en début de journal. Et puis à New York, les premiers ministres de l'AES échangent sans langue de bois avec la communauté de la Confédération vivant aux États-Unis autour des idéaux communs à l'espace confédéral. Pour le chef de l'exécutif burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, la diaspora doit resserrer les rangs et être un maillon fort d'une chaîne qui véhicule la vision de souveraineté et de dignité nationale prônée par l'AES. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce premier 20h de la semaine. Le MPSR2, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration à 3 ans et cumule de multiples réalisations et perspectives. Pour marquer le coup, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, était face à la presse nationale et internationale dans un échange télévisé. À l'ordre du jour, 5 questions d'intérêt national et international. Le président du Faso a répondu aux interrogations des journalistes portant entre autres sur les volets de la sécurité et la défense, l'économie et le développement, la géopolitique régionale et internationale. La synthèse de cette grande interview avec Alexis Belemnava. La solution de la crise sécuritaire est la priorité des priorités du MPSR2 dès la prise du pouvoir en septembre 2022. Face à la guerre imposée au Burkina Faso, la seule option définie par le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs est d'engager une guerre sans merci aux groupes armés terroristes et leur soutien. Mais la réalité dans les équipements et des effectifs des combattants est une épine qu'il faut résoudre. Pour le chef de l'État, tout n'a pas été mis en œuvre pour atteindre les résultats escomptés dans le temps déterminé. Primo, l'adversité. Alors, dès que nous sommes arrivés au pouvoir, nous aurons espéré qu'on nous laisse travailler très rapidement et pouvoir avancer. Malheureusement, certaines personnes nous ont approchés et ont voulu que nous allions dans leur sens parce que leur objectif n'était pas que la guerre finisse de sitôt. Je veux parler de certaines forces étrangères qui étaient présentes sur notre sol. Il y avait en tout et pour tout au Burkina Faso moins de 100 000 cartouches de Kalachnikov. Et les armes, nous avions à peine une centaine. Comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre? Il fallait se rééquiper, redoter l'armée en effectifs, en armement et tout. Ce qui a fait que l'objectif de 3 mois, si ces conditions préalables étaient réunies, c'était bien possible. Mais il n'y avait rien. On n'était pas préparé à la guerre, tant sur le plan équipement que sur le plan effectif. Et le processus d'équipement et le recrutement des forces combattantes continue pour s'adapter à la menace terroriste. D'ailleurs, la concrétisation de l'industrie de défense est en cours pour la montée en puissance de feu des forces armées nationales, a soutenu le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons la capacité intellectuelle, il y a de la ressource. Il suffisait juste de chercher et voilà, nous sommes là-dessus. Vous serez surpris sûrement. Je vous ai dit que la menace mue beaucoup, mais nous nous adaptons. Et la force de l'armée burkinabé, c'est que c'est l'une des armées les plus résilientes au monde. La pression que le Burkina Faso a, et je ne pense pas que sur cette terre actuellement, il y a un pays qui a cette pression. Mais nous tenons, nos hommes se battent et nous nous adaptons constamment à la menace. Et nous comprenons d'où vient la menace, comment ça se manifeste, c'est ça le plus important. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, cette guerre qui a été imposée au pays des hommes intègres va bien au-delà du terrorisme. Elle est aussi celle de la convoitise des différentes ressources du sous-sol burkinabé. Ce n'est pas du terrorisme seulement. C'est une guerre pour s'accaparer de nos richesses et nous empêcher de nous développer. Je l'ai une fois développé lors d'un discours, je pense. Je disais que si nous, on arrive à exploiter convenablement notre sous-sol, à transformer ce que nous sommes en train d'exploiter ici, ce que nous produisons, il y aura un sous-emploi chez eux là-bas. C'est une bataille. Ils pillent nos richesses pour pouvoir survivre. Donc c'est une guerre d'indépendance. Il faut que nous menons cette guerre pour être totalement indépendants, décider de notre développement, de notre trajectoire. Donc c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Si vous acceptez la révolution, vous devez partir avec ce concept. Ça va exister. Donc on n'y peut rien, on fait avec, mais c'est à nous de nous préparer pour que l'encerclement soit nul, qu'ils ne puissent jamais atteindre leur objectif. C'est tout.
Le mal des impérialistes aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir pénétrer le cœur de l'armée burkinabé, ce qui constitue une force pour la défense de l'intégrité territoriale. Avec le message de l'espoir qu'il y a, toutes les actions seront mises en œuvre pour anticiper les actions de l'impérialisme. Chaque nation doit se battre pour préserver ses intérêts, a conclu le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en ce qui concerne le volet sécuritaire. Toujours au cours de cet entretien, la question des rapports diplomatiques et de coopération entre le Burkina Faso avec la Côte d'Ivoire d'une part et ceux avec l'Union africaine d'autre part a été analysée. Pour le président du Faso, l'état actuel des relations avec ces deux entités ne doit en aucun cas entraver la dynamique de développement et de souveraineté enclenchée par le pays. Écoutons les propos du chef de l'État. Est-ce que vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso? Ça, même plus que ça. Base arrière à une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. En plus de ça, il y a la question du terrorisme. Mais non. Le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez. Croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela, il ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit? Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les 3 armées de l'AES? C'est faux. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça, ça m'inquiète justement. Si ce pays, il y a des crises, le pays sera attaqué par les terroristes. Parce que s'il ne gagne plus ce qu'il gagne, le pays sera attaqué et ce pays va sombrer. C'est un danger. C'est pourquoi j'ai passé le temps à dire au chef d'État, on ne pactise pas avec les terroristes. Notre situation dans l'Union africaine est tellement passive qu'on ne sait pas si on est dans l'Union ou si on n'est pas dans l'Union. On nous a suspendus depuis, personne ne nous parle. C'est vraiment un silence radio. Donc alors, moi je ne sais pas si je suis dans l'Union ou pas. Vous ne pouvez pas prendre une décision sans savoir leur motivation. Pourquoi ils ont décidé de nous exclure? Pourquoi ils se comportent comme ça avec nous? Si on a leur motivation, là, si on quitte, on pourra expliquer à nos peuples, voilà ce qu'ils ont dit, voilà les raisons. Et donc, nous, on décide de quitter. C'est la même chose que la CEDEAO. On a quitté, mais si on nous demande pourquoi on a quitté, on peut vous expliquer. On n'a pas le droit de faillir. Qu'on le veuille ou pas, nous allons aller dans le sens des peuples, parce que c'est eux qui ont fait valoir cela. Donc, on l'a vu, le Burkina est vraiment en orbite, comme vous le dites. Et nous travaillons à maintenir le Burkina dans cette posture, à être le pays des hommes intègres, à être le pays modèle, à être le pays qui va quitter cette situation de sous-développement, être dans quelques années un pays très développé, faire un miracle, parce que c'est ce à quoi les gens aspirent. Dans le prolongement des actions concertées au sein de l'espace confédéral AES, les premiers ministres du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont rencontré ce samedi 27 septembre la communauté de l'Alliance des États du Sahel vivant aux États-Unis. Empreinte de fraternité et de cohésion, les discussions ont été marquées par un esprit de convivialité autour des idéaux portés par la Confédération. En prenant la parole, le chef de l'exécutif burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a invité la diaspora de l'AES à demeurer engagée dans le processus collectif de souveraineté, de sécurité et de dignité nationale. Le point des échanges, c'est avec Dorothée Bambara. C'est dans une ambiance de ferveur patriotique et de communion fraternelle que les chefs de l'exécutif du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont échangé à bâton rompu avec la diaspora vivant aux États-Unis. Dans son message, le premier ministre burkinabé, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, la mobilisation de la communauté constitue la première source de motivation des autorités dans l'élan amorcé par l'AES et dans la lutte contre l'impérialisme. L'AES, c'est vous. L'AES, aujourd'hui, pour nous tous, c'est une chance historique. Parce que les moments que nous vivons, ce sont des moments exceptionnels. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à la tête de ces 3 États les pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel qui ont su aujourd'hui prendre le flambeau du combat pour la dignité, du combat pour la liberté
et du combat pour la justice. Cette dynamique d'affranchissement et de liberté engagée par les États de l'AES nécessite une synergie d'action, a poursuivi le chef du gouvernement burkinabé. À cette occasion, Rimtal Baja Emmanuel Ouedraogo a rappelé le rôle déterminant de la diaspora dans la marche de la Confédération dans le projet collectif de souveraineté, de sécurité et de dignité nationale. Le moment est venu pour nous, génération actuelle, de consentir tous les sacrifices pour que cet élan qui est enclenché, que les objectifs fixés soient atteints. Un ancien président de ce pays, les États-Unis, disait à un moment donné de l'histoire à son peuple que le moment était venu de ne pas s'interroger sur ce que le pays peut faire pour chacun de nous, mais que le moment était venu pour chacun de nous de s'interroger de ce qu'il peut faire pour son pays. La Confédération des États du Sahel compte sur chaque fils et sur chaque fille du Sahel. La Confédération compte sur sa diaspora, compte sur vous ici, aux États-Unis, au Canada, et je ne sais de quel autre pays. Chacun de vous est un ambassadeur de la Confédération des États du Sahel. Tout en réaffirmant leur engagement à être des ambassadeurs de l'AES aux États-Unis, les ressortissants du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réjouis de cette opportunité d'échange. Nous avons pu recevoir les messages des chefs d'État des 3 États à travers les premiers ministres, des messages qui sont des messages d'unité et des messages de combativité. Nous sommes dans un combat pour la souveraineté, nous sommes dans un combat pour l'épanouissement du Sahel, et nous avons pu entendre ce message qui est venu des 3 premiers ministres, et c'est un message d'ensemble qui nous appelle tous, nous de la diaspora, à nous unir pour que nous puissions atteindre les objectifs que se sont fixés les États du Sahel. Au terme des interactions, les chefs des gouvernements de la Confédération de l'AES ont exprimé leurs remerciements aux ressortissants du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour leur engagement constant et leur contribution au développement du Sahel. Restons à New York pour mettre un point d'honneur sur les interventions de bon nombre de pays subsahariens. Les chefs d'État africains ont donné de la voix à plusieurs questions de portée internationale. À la 80e Assemblée générale des Nations unies, leurs analyses se sont penchées sur 3 principaux sujets, à savoir la réforme du Conseil de sécurité et des institutions de l'ONU, sans oublier l'engagement en faveur de la paix au Sahel, en République démocratique du Congo et au Soudan. Adrien Digemde et Michael Tougri nous édifient sur le sujet. Le continent africain, fort de sa population de plus d'1,3 milliard d'habitants, mérite d'être plus considéré à l'Organisation des Nations Unies, et cela commence par une réforme du Conseil de sécurité afin que l'Afrique obtienne 2 places permanentes au lieu de 0 actuellement. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ouvre le bal. Il dénonce une gouvernance mondiale obsolète et injuste. L'Afrique, dit-il, ne peut être spectatrice. Elle veut des sièges, une voie, du respect. De même, nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région. Je dois rappeler ici que la paix et la sécurité de l'Afrique sont indissociables de la paix mondiale. Le Sud-Africain Cyril Ramaphosa qualifie le droit de veto détenu par la Russie, la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France de frein à la paix. Avis soutenu par les chefs d'État du Ghana, John Dramani Mahama, et du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le Kenya, William Ruto, lance ceci: l'Afrique ne quémande pas, elle revendique. Il appelle à une réforme du multilatéralisme, notamment du système financier international. La réforme du Conseil de sécurité, ce n'est pas une faveur pour l'Afrique ou qui que ce soit, c'est une nécessité pour la survie de l'ONU elle-même. L'Afrique, mesdames et messieurs, mérite au minimum 2 sièges permanents avec tous les droits, y compris le droit au veto, et 2 sièges non permanents supérieurs au Conseil de sécurité des Nations Unies. La question sécuritaire sur le continent
est un des sujets phares évoqués à la tribune de la 80e Assemblée générale des Nations unies. Les pays africains appellent à un changement de paradigme face à la lutte contre le terrorisme engagée par les pays du Sahel. Ils invitent à des efforts conjoints et appellent à une mobilisation internationale. L'une des interventions les plus marquantes est celle du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga. Mettant en avant les avancées de l'AES, il a déploré l'ingérence et la complicité de pays étrangers dans le terrorisme au Sahel. Et le Gabonais Brice Oligui Nguema d'inviter à soutenir les pays de la région plutôt que de les condamner à tout va. Il est plus que temps que la paix règne sur la terre, et particulièrement en Afrique, si meurtrie par des conflits dont les donneurs d'ordre et financiers se trouvent hors du continent. Que les armes se taisent en République démocratique du Congo, au Soudan, dans la Corne de l'Afrique et au Sahel. Aussi, face aux assauts et à l'adversité, nous ne serons pas des spectateurs. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Si l'ONU continue à feindre l'ignorance, elle cessera d'être la somme du monde et deviendra le bras passif de l'injustice mondiale. Nous disons ceci, la Confédération AES n'a pas peur, elle ne cédera pas, elle résistera encore et toujours. Le chef d'État centrafricain Faustin Archange Touadéra, tout en rappelant que 40% des conflits armés mondiaux se trouvent en Afrique, demande un financement pérenne des opérations de paix. Félix Tshisekedi de la RDC dénonce un génocide silencieux dans l'est de son pays et accuse le Conseil de sécurité des Nations Unies d'inaction. À New York, les dirigeants africains ont parlé d'une seule voix qui est « L'Afrique exige des réformes de l'ONU, plus de solidarité et de justice ». Ce message, qui n'est d'ailleurs pas nouveau, mais plus assumé et tranchant est-il passé, difficile d'y répondre quand on sait que l'attention des autres régions du globe, notamment l'Occident et le Moyen-Orient, est plutôt portée sur d'autres préoccupations, à savoir la guerre en Ukraine et en Palestine. Sur le plan national, l'un des sujets qui fait l'actualité est bien sûr la traditionnelle rentrée des classes. Et pour bien la préparer, la Foresco, la foire de la rentrée scolaire, a ouvert ses portes. Prévu se tenir du 15 septembre au 5 octobre 2025 à Ouagadougou, cette 4e édition permet encore aux parents, élèves et commerçants de s'y retrouver pour faire le plein de fournitures scolaires. L'un des objectifs de cette foire est d'offrir le meilleur rapport qualité-prix aux familles, sans oublier les innovations apportées à la présente édition. Nous voyons tout cela avec Salimata Kabouré et Gisèle Bamouni. À quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026, la foire de la rentrée scolaire bat son plein depuis le 15 septembre 2025. L'ambiance est à la recherche de bons prix et de manuels scolaires de qualité. Dans les allées de cette foire, cahiers, cartables, manuels scolaires et fournitures diverses attirent de nombreux visiteurs. Pour les organisateurs, l'objectif principal de cette foire est de faciliter l'accès des familles aux fournitures scolaires tout en luttant contre la prolifération des faux produits. Foresco BF, dans sa quête permanente de rapprocher l'essentiel des parents, a jugé bon et nécessaire pour cette année d'apporter des innovations, à savoir la Foresco Mobile. À la Foresco 2025, les visiteurs affichent sourire et satisfaction. Cahiers, cartables et fournitures de qualité font de la foire un véritable succès à quelques jours de la rentrée. Ce qui m'a vraiment motivé à venir dans ce site pour acheter les fournitures scolaires, c'est que j'ai remarqué que les prix d'ici sont encore plus bas par rapport aux autres endroits, puisque j'ai essayé de faire la divergence des prix. Et j'ai trouvé qu'ici c'est encore mieux. Et j'ai vu qu'il y a de la qualité. Eux, ils sont en promo et puis les cahiers ne sont pas chers. Pourtant, dans les autres librairies, là, on achète là-bas cher. C'est à cause de ça nous sommes ici. Même l'année passée, on est venu payer ici. Et cette année encore, on est venu pour payer. Ceux qui ne sont pas encore là, je les appelle de venir voir parce que c'est trop bon. Et puis c'est moins cher aussi. Un accent particulier est mis sur la qualité des articles scolaires.
Cette 4e édition ne se limite pas seulement aux fournitures classiques. De nouvelles innovations font leur apparition. Comme innovation, Foresco a mis en place pour cette 4e édition la Foresco Mobile, donc qui vise à se rapprocher davantage de la population, permettre à la population de profiter pleinement des offres de la Foresco en étant chez eux. Donc Foresco cette année, par exemple, se retrouve à Wapassi, voilà, et aussi à Sondego. Ceux qui hésitent toujours, nous leur lançons un appel, voilà, c'est de venir profiter des offres de la Foresco BF. À la Foresco BF, on y trouve le nécessaire et surtout à moindre coût. En attendant la rentrée prévue ce mercredi 1er octobre 2025, la Foresco continue de drainer un public nombreux. L'événement qui grandit d'année en année s'affirme comme un espace de soutien aux familles et une vitrine de promotion de manuels scolaires de qualité. Avec cette 4e édition, les organisateurs confirment leur rôle dans la vie scolaire de la capitale, tout en offrant aux enfants et aux parents un début d'année moins stressant et mieux préparé. Malgré les multiples dénonciations des acteurs de la production et de la commercialisation du Faso d'Anfani et du Coco Donda par rapport à la contrefaçon de ces produits, le mal persiste. Et pour donner de la voix à cet écho, l'EDEC, l'association Éduquer pour développer éveil de conscience Burkina Afrique, sensibilise et interpelle les parents d'élèves, les responsables d'établissements ainsi que les commerçants sur la nécessité de privilégier le vrai Faso d'Anfani et le Coco Donda dans le port des tenues scolaires au détriment du faux. Selon l'association, l'usage de ces contrefaçons nuise à l'authenticité de ces tissus et au travail des artisans. Plus de détails avec Alexis Belemnaba et Salimata Kabouré. À quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026, l'association Éduquer pour développer éveil de conscience EDEC Burkina Afrique tire la sonnette d'alarme face à la multiplication du faux Faso d'Anfani et du Coco Danda sur le marché burkinabé. Cette dénonciation est faite au cours d'une conférence de presse tenue ce 26 septembre. Pour le président de la dite association, ces copies bon marché ne sont pas seulement un risque pour le patrimoine culturel, elles menacent aussi l'image du tissu authentique et la survie des artisans locaux. Le gouvernement a laissé l'initiative aux acteurs des structures éducatives de concert avec les parents d'élèves, la latitude de s'organiser, de contractualiser librement avec les acteurs de la filière du Faso d'Anfani, de choisir leurs motifs et leur modèle par structure ou collectivement selon le ressort territorial ou leur appartenance à une même fêtière. Cette possibilité offerte par le gouvernement est une occasion pour certains acteurs, notamment des commerçants, vendeurs du fil importé et des faux pailles et certaines tisseuses, d'inonder les établissements scolaires de faux Faso d'Anfani tissés à base des fils en polyester ou issus des résidus du pétrole ou copies de fils burkinabés, et cela avec la méconnaissance de certains acteurs ou parfois avec leur complicité. Face à la presse, EDEC Burkina lance un appel aux autorités, les parents d'élèves et les responsables d'établissements scolaires pour sauvegarder ces tissus emblématiques du Burkina Faso et garantir la survie d'une filière essentielle pour l'économie nationale. EDEC Burkina Afrique demande, premièrement, aux responsables d'établissements de faire recours aux structures reconnues et des groupements pour leur commande en exigeant le Faso d'Anfani et le Coco Donda authentique, fait avec du fil issu à 100% de coton burkinabé. De s'attacher les services compétents pour la vérification de l'authenticité des pailles pour les tenues scolaires, aux différents ministères chargés des enseignements et de l'éducation. De poursuivre leur dynamique enclenchée pour l'effectivité du port du Faso d'Anfani et des autres tissus traditionnels produits par nos artisans dans les structures éducatives et centres de formation à travers des textes réglementaires et des notes administratives, mais aussi par des activités culturelles incluant les ports des tenues traditionnelles.
Au-delà de l'uniforme scolaire, EDEC Burkina pose les bases d'une lutte concrète contre le faux Faso Damfani et Koko Donda qui sont les reflets d'une histoire, d'un symbole fort de l'identité culturelle burkinabé et un témoignage vivant du savoir-faire des artisans locaux. La création d'une brigade spécialisée pour traquer la contrefaçon, la subvention de la filière coton-textile, la mobilisation accrue des ministères concernés et la sensibilisation des parents sont autant de mesures souhaitées pour préserver l'identité culturelle tout en redonnant au Faso Damfani sa place dans les écoles et sur les marchés nationaux. Après une immersion patriotique bien menée, place à une formation en informatique à l'endroit de 25 immergés initiés par l'École supérieure des hautes études technologiques et commerciales HETEC Burkina. Cette immersion en informatique a consisté à outiller les participants sur des modules spécifiques, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle, la saisie de textes et de données. Pour clore cette session de formation de 7 jours, une cérémonie a été organisée dans les locaux de l'établissement. Retour sur les temps forts avec Serge Bassolé. Des chants pour manifester leur joie et traduire leur gratitude infinie à l'École supérieure des hautes études technologiques et commerciales HETEC Burkina. Au nombre de 25, ces nouveaux bacheliers, par ailleurs immergés patriotiques, ont été initiés et outillés à travers l'immersion informatique de HETEC Burkina. Après 7 jours d'intense formation sur des modules spécifiques, entre autres l'utilisation de l'intelligence artificielle et le traitement des textes et données, ces 25 apprenants sont désormais aptes